70 ans sur mes épaules. Et pourtant, l'audace des gens me surprend encore, même celle de ma propre famille. Je m'appelle Jacqueline Moreau, ancienne professeure de biologie à l'Université de Lyon. Jamais je n'aurais imaginé qu'après avoir acheté un nouvel appartement au quai Saint-Antoine, fruit de décennies d'économie, je serais traitée comme un simple tremplin vers le confort par ma propre famille. Quand j'ai montré mon appartement à mon fils Philippe, il a regardé autour de lui, évalué chaque détail et lâché une phrase qui m'a laissée paralysée. « Je vais amener ma femme, ma belle-mère, la tante de ma femme et le perroquet vivre ici avec toi. » La sensation était celle d'une gifle en plein visage. 42 années consacrées à l'enseignement, à économiser chaque euro possible, à sacrifier vacances et petits luxes que d'autres considéraient comme acquis. Tout cela pour qu'à ma retraite, je puisse enfin profiter d'un espace bien à moi avec vue sur la Saône, où le murmure de l'eau m'accompagnerait pendant mes matinées de lecture et mes après-midi de thé avec quelques amis choisis. Un rêve si simple et pourtant si précieux pour moi. Ce jour-là, tandis que Philippe parcourait le salon principal, mesurant mentalement les espaces comme s'ils lui appartenaient déjà, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas de la tristesse ni de la colère, c'était une sensation étrange, comme si soudainement j'étais devenue invisible dans mon propre espace, dans ma propre vie. Cette chambre est parfaite pour nous, dit-il en désignant la chambre principale, celle que j'avais choisie pour moi. Céline a besoin d'espace pour sa coiffeuse, et la deuxième chambre peut être pour maman. Elle a une salle de bain privée qui lui conviendra bien avec ses problèmes de hanches. Je suis restée silencieuse, l'observant distribuer des espaces que j'avais rêvés pendant des années. Mon silence n'était pas une approbation, mais de l'incrédulité. À quel moment mon fils, que j'avais élevé seul après que son père nous ait abandonnés, avait-il décidé que mes désirs, mes besoins, mes rêves ne méritaient même pas d'être consultés? La tante Marguerite peut rester dans le bureau, on peut mettre un canapé-lit. Elle ne prend pas beaucoup de place et passe de toute façon la journée à regarder ses feuilletons, a-t-il continué sans remarquer mon expression. Et le perroquet peut être sur la terrasse, il adorera voir la rivière. Le perroquet, cet oiseau coloré qu'ils avaient acheté sur un marché il y a 2 ans, soi-disant comme animal de compagnie familiale. Un ara qui, depuis que je l'avais rencontré, ne répétait qu'un seul mot, au secours, encore et encore, comme s'il appelait à l'aide. J'avais toujours trouvé cela étrange, mais Philippe insistait que c'était normal, que l'ancien propriétaire lui avait appris cela. Philippe, ai-je tenté d'interrompre, mais il était trop enthousiasmé par sa planification. « Ce sera parfait, maman. Tu ne seras pas seule. Nous économiserons sur le loyer et tout le monde y gagne. Céline est ravie de l'idée. Nous pourrions emménager le mois prochain. Qu'en penses-tu » À ce moment, regardant par la fenêtre vers la rivière que j'avais rêvé de contempler en paix pendant ma vieillesse, j'ai pris une décision. Je ne serai pas l'une de ces vieilles dames complaisantes qui, par peur de la solitude ou du rejet, permettent que leur ville soit envahie sans leur consentement. Pas après avoir tant travaillé, tant sacrifié. J'ai légèrement souri, un geste que mon fils a interprété comme une approbation. Je dois y réfléchir, Philippe. C'est une décision importante. Il a paru surpris un instant, comme s'il n'avait pas envisagé la possibilité que je puisse avoir une opinion différente de la sienne. Mais il a rapidement retrouvé son enthousiasme. « Bien sûr, maman, réfléchis-y, mais pas trop longtemps. Céline regarde déjà comment vendre certains de nos meubles qui ne rentreraient pas ici. » Quand Philippe est parti, j'ai immédiatement appelé Simone, ma meilleure amie depuis l'université, et la seule personne qui me connaît assez pour me dire des vérités inconfortables quand j'ai besoin de les entendre. « Tu peux y croire, ces points, Simone? Mon propre fils prévoit d'envahir mon nouvel appartement, d'amener toute sa belle famille, y compris cette Françoise qui m'a toujours regardée de haut, et il n'a même pas demandé si j'étais d'accord. « Jacqueline, tu as toujours été trop accommodante avec Philippe, » a répondu Simone avec sa franchise habituelle. « Depuis qu'il s'est marié avec Céline, il ne semble penser qu'à la satisfaire, elle et sa famille. Vas-tu vraiment leur permettre de te faire ça, après tout ce que tu as travaillé pour acheter cet appartement ?» Ces paroles ont résonné en moi. Simone avait raison. Toute ma vie, j'avais été la professeure compréhensive, la mère qui se sacrifie, la personne qui résout les conflits et apaise les tensions. Même à l'université,
Mes collègues me cherchaient pour médier leurs disputes, sachant qu'ils trouveraient en moi une oreille attentive et un conseil sensé. Mais cette fois, quelque chose avait changé en moi. Non, Simone, je ne vais pas le permettre. Mais je ne veux pas non plus d'une confrontation directe avec Philippe. Il y a une autre façon. Et c'est ainsi que mon plan a commencé à se former. Un plan qui pourrait sembler puéril pour certains, mais qui me paraissait à ce moment-là la seule façon de faire comprendre à mon fils et sa famille ce que signifiait vraiment cet appartement pour moi. J'avais 2 propriétés, le nouvel appartement au quai Saint-Antoine que je venais d'acheter et l'ancien dans la Croix-Rousse, plus petit et moins lumineux, que je préparais pour la location. Le plan était d'utiliser l'argent du loyer pour compléter ma retraite. Mais, et si j'utilisais l'appartement de la Croix-Rousse pour donner une leçon à mon fils et sa famille? Le lendemain, j'ai visité Maître Bernard, mon avocat de confiance depuis des années. Je lui ai expliqué la situation et lui ai demandé s'il y avait un empêchement légal à ce que je prévoyais de faire. « Madame Moreau, m'a-t-il dit avec un sourire compréhensif, les appartements sont les vôtres, achetez avec votre argent. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, même donner une leçon à votre fils pour lui apprendre à vous respecter. » Avec l'approbation de Maître Bernard, j'ai commencé à préparer ma petite mise en scène. J'ai passé une semaine entière à conditionner l'appartement de la Croix-Rousse. J'ai laissé des détritus s'accumuler dans les coins, des assiettes sales dans l'évier, des vêtements éparpillés sur le sol. Je n'ai pas essuyé la poussière des meubles, j'ai placé des draps vieux et tachés sur les canapés et j'ai même demandé aux voisins du dessus, qui avaient un problème d'infiltration, de laisser passer un peu plus d'eau pour créer des taches au plafond du salon. Le résultat était un appartement qui semblait avoir été abandonné pendant des mois, un décor parfait pour ma petite pièce de théâtre. Quand tout fut prêt, ou plutôt quand tout fut suffisamment pas prêt, j'ai appelé Philippe et lui ai dit que j'étais impatiente d'accueillir toute la famille dans mon nouvel appartement. Nous avons fixé la visite pour un dimanche, sachant que tout le monde serait disponible. Philippe semblait enthousiaste au téléphone, demandant s'il devait apporter quelque chose. Je lui ai répondu que non, que je m'occuperais de tout, que je voulais juste leur présence pour célébrer cette nouvelle étape de ma vie. Dans les jours précédant la grande rencontre, j'avoue avoir eu des doutes. Étais-je trop drastique? Ne serait-il pas mieux de simplement parler sincèrement et d'expliquer à mon fils que je voulais vivre seul? Mais alors je me souvenais du naturel avec lequel il avait décidé de ma vie, sans même demander mon avis, et la détermination revenait en moi. Parfois, les mots ne suffisent pas. Certaines leçons doivent être vécues pour être vraiment apprises. Et ainsi, le cœur un peu serré, mais avec la certitude de faire ce qui était nécessaire, je me suis préparée à les recevoir dans l'appartement négligé. J'ai mis une robe simple mais élégante, arrangé mes cheveux comme je le fais toujours, et attendu. Quand la sonnette a retenti, j'ai respiré profondément et me suis préparée à voir leur réaction. En ouvrant la porte, j'ai immédiatement su que mon plan fonctionnerait parfaitement. Le visage de Céline s'est crispé à la vue du hall d'entrée mal éclairé. Françoise, sa mère, a échangé un regard éloquent avec Marguerite, la tante, et dans les bras de cette dernière, une cage avec Paco, le perroquet, qui a immédiatement commencé à crier « Au secours !» de sa voix rauque. « Bienvenue dans mon nouveau chez-moi !» ai-je annoncé avec un sourire rayonnant. « Entrez, entrez ! J'ai hâte de vous faire visiter l'appartement où nous allons tous vivre ensemble. Et vous, avez-vous déjà dû faire face à des membres de votre famille qui tentaient de prendre des décisions à votre place? Comment avez-vous réagi? Partagez votre expérience dans les commentaires. D'où venez-vous? Lyon, Paris, Marseille ou peut-être une petite ville de province? J'adorerais connaître vos histoires. Et si ce début d'aventure vous intrigue, abonnez-vous à Souvenirs de grand-mère pour découvrir la suite de mon récit et bien d'autres témoignages authentiques qui vous toucheront. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand ma famille a découvert l'état de mon nouvel appartement. En franchissant le seuil de mon vieil appartement de la Croix-Rousse, je savais que j'allais surprendre mes invités, mais je n'étais pas préparée à la palette d'émotions qui se déploya sur leur visage. Philippe, mon fils, essayait vaillamment de masquer sa stupéfaction derrière un sourire crispé. Ses yeux s'écarquillèrent et je le vis avaler sa salive avec difficulté. À ses côtés, Céline, ma belle-fille, ne fit aucun effort pour dissimuler son dégoût. Son nez se plissa,
comme si elle venait de sentir un fromage particulièrement malodorant, et elle échangea un regard éloquent avec sa mère Françoise. « Maman, c'est vraiment ton nouveau logement ?» balbutia Philippe, cherchant visiblement ses mots pour ne pas me vexer. « Oui, mon chéri !» m'exclamai-je avec un enthousiasme soigneusement étudié. « N'est-ce pas merveilleux? Vue sur le quartier historique, 3 chambres, beaucoup d'espace. Il y a de la place pour tous, comme tu l'as suggéré. » Françoise, ma belle-mère, commença à tousser avant même d'avoir complètement franchi le seuil, prétextant une allergie subite à la moisissure. Marguerite, sa sœur, tenait la cage de Paco avec une expression qui oscillait entre l'horreur et la consternation. Le perroquet, lui, semblait plus agité que jamais, répétant son éternel « au secours » avec une intensité renouvelée. Je les guidais dans le salon, où des meubles recouverts de draps poussiéreux créaient un décor désolant. La lumière du jour peinait à traverser les vitres sales et une tache d'humidité brunâtre s'étalait au plafond comme une carte d'un continent inconnu. J'avais disposé quelques magazines jaunis sur une table basse bancale et une odeur indéfinissable, un mélange subtil de renfermé et de quelque chose qui pourrait être du chou oublié, flottait dans l'air. Ce salon a une vue magnifique sur le coucher de soleil, mentis-je effrontément, désignant une fenêtre qui donnait sur un mur aveugle à peine à 2 mètres. Le soir, les lumières de la ville créent un spectacle absolument fabuleux. Céline tenta de sourire, mais le résultat ressemblait davantage à une grimace mal dissimulée. Philippe, quant à lui, passait nerveusement sa main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance lorsqu'il était anxieux ou embarrassé. Et voici la chambre principale, où je dors, montrai-je, les conduisant dans la pièce la plus désordonnée, avec des vêtements éparpillés et cette magnifique tache sombre au plafond que j'avais créée avec l'aide de mon voisin du dessus. J'ai pensé que toi et Céline pourriez vous installer ici, ou peut-être Françoise la préférerait-elle, étant la plus grande. Non, non, s'empressa de dire Françoise. Je préfère une chambre plus petite, mais sans problèmes au plafond. Je poursuivis la visite guidée avec un enthousiasme fin, leur montrant chaque recoin de cet appartement que j'avais méticuleusement préparé pour l'occasion. La salle de bain avait des robinets qui gouttaient en permanence, créant une petite flaque que j'avais soigneusement laissée s'étendre sur le carrelage. La seconde chambre disposait d'un matelas posé directement sur le sol, sans sommier ni cadre de lit, avec des draps froissés et tachés. Mais c'est la cuisine qui constituait la pièce maîtresse de ma mise en scène. J'y avais accumulé une vaisselle impressionnante dans l'évier, des restes de nourriture datant apparemment de plusieurs jours. Et, ce n'était pas prévu, je l'avoue, une petite colonie de fourmis s'était naturellement formée autour d'un pot de confiture laissé ouvert. L'ascenseur est en panne depuis 3 semaines, annonçai-je avec désinvolture, alors que nous revenions dans le salon. Mais les escaliers sont un excellent exercice quotidien. 5 étages, ce n'est rien quand on s'y habitue. Je vis Françoise pâlir légèrement à cette information. Elle, qui se plaignait constamment de ses problèmes de hanches, semblait soudain recalculer ses plans. Le plus intéressant à observer était toutefois Paco. Depuis leur entrée, le perroquet n'arrêtait pas de crier « Au secours, au secours !» particulièrement quand Marguerite ou Françoise s'approchèrent de la cage. Je trouvais cela curieux, mais j'étais alors plus concentrée sur les réactions à mon nouveau chez moi. « Asseyons-nous pour un café, voulez-vous » proposai-je, désignant le canapé recouvert d'un drap poussiéreux. Ils acceptèrent, avec un enthousiasme visiblement forcé, s'asseyant prudemment comme s'ils craignaient que le mobilier ne s'effondre sous leur poids. Pendant que je préparais le café dans la cuisine désordonnée, je tendis l'oreille pour capter des bribes de leur conversation. « On ne peut pas vivre ici !» chuchota Céline à Philippe. « C'est un taudis !»« Chut, elle va t'entendre !» répondit mon fils, la voix tendue. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Elle a toujours été si organisée et propre. Peut-être qu'elle devient sénile, suggéra Françoise, sans même prendre la peine de baisser la voix. Ça arrive à cet âge. Ces mots me blessèrent, je ne vais pas mentir. Même en sachant que tout cela faisait partie de mon plan, entendre ma belle-mère suggérer que je perdais mes facultés mentales était un coup bas. Pendant un instant, j'ai presque abandonné la farce. J'ai presque couru dans le salon pour dire que tout n'était qu'une mise en scène. Mais alors, je me suis souvenu de la raison pour laquelle je faisais cela. J'ai respiré profondément et suis revenu avec le café. Alors,
Quand pensez-vous pouvoir emménager ? Demandai-je nonchalamment, comme si je n'avais rien entendu de la conversation précédente. Un silence gêné envahit la pièce. Philippe fixait le sol. Céline examinait ses ongles parfaitement manucurés. Françoise tout sauta à nouveau et Marguerite marmonna quelque chose à propos de sa tension artérielle qui montait. « Maman, je crois que nous devons parler de tout cela calmement, » dit finalement Philippe. « Ce n'est peut-être pas le moment idéal pour que tout le monde déménage. Céline et moi nous pensons à rénover notre maison également, et ce serait beaucoup de changements d'un coup. Mais fils, tu as dit toi-même que tu allais tous les amener vivre ici avec moi, » insistai-je, maintenant mon expression innocente. Je pensais que ce serait bon pour tout le monde. N'as-tu pas dit que Céline veut être plus proche de son travail et que Françoise a besoin d'un endroit avec ascenseur à cause de sa hanche? Cet immeuble a un ascenseur quand il fonctionne. Quand il fonctionne, Françoise faillit s'étrangler avec son café. Oui, parfois il tombe en panne pour une semaine ou deux, mais les marches sont basses. On peut monter tranquillement les 5 étages. Je me rendis compte à ce moment que j'avais peut-être un peu exagéré. L'idée était de donner une leçon à mon fils, pas de provoquer une crise cardiaque chez Françoise. Je décidai d'adoucir un peu la situation. « Mais vous n'avez pas à décider maintenant, » ajoutai-je. « Vous pouvez y réfléchir tranquillement. L'appartement est grand, tout le monde peut y tenir. Il faut juste un petit nettoyage, bien sûr. » Un petit nettoyage? Céline ne put se contenir. « Madame Moreau, avec tout le respect que je vous dois, cet endroit nécessite une rénovation complète. Il y a de la moisissure sur les murs, l'évier est bouché, il y a des fourmis dans la cuisine. » « Des détails, ma chère, » répondis-je avec un sourire. « Quand on vit ensemble, on résout tout cela rapidement. Vous êtes jeune, plein d'énergie, et Françoise a de l'expérience avec les maisons, n'est-ce pas? Et Marguerite peut t'aider avec les plantes. Ah, j'ai oublié de vous montrer les plantes. Elles sont toutes en train de mourir sur la terrasse. Les pauvres, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'en occuper. » Philippe semblait de plus en plus perturbé. Je connaissais suffisamment mon fils pour savoir qu'il cherchait une sortie diplomatique à cette situation. Il avait toujours été ainsi depuis son enfance. Il évitait les conflits à tout prix, même quand il devait faire face aux conséquences de ses propres actions ou, dans ce cas, paroles. « Maman, peut-être pourrions-nous t'aider à trouver une femme de ménage, quelqu'un qui viendrait régulièrement nettoyer et organiser l'appartement, » suggéra-t-il, essayant de paraître serviable. « Tu n'as pas à vivre comme ça. »« Vivre comment, fils ?» demandai-je, feignant de ne pas comprendre. « Comme ça, avec tout en désordre, tu as toujours été si organisée, si méticuleuse avec le ménage. Tu te souviens comme tu te fâchais quand je laissais traîner mes chaussettes? Que s'est-il passé ?» C'était le moment que j'attendais, l'ouverture parfaite pour commencer à dévoiler mon plan. « Ah, mon fils, c'est que nous vieillissons et commençons à percevoir ce qui compte vraiment dans la vie, » philosophai-je, m'asseyant sur le canapé poussiéreux. Le matériel n'est que matériel. L'important est d'avoir sa famille près de soi, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'étais si heureuse quand tu as suggéré d'amener tout le monde vivre ici avec moi. Le malaise dans la pièce était palpable. Céline semblait calculer mentalement combien coûterait la rénovation complète de l'appartement. Françoise continuait de tousser, maintenant avec un mouchoir couvrant son nez. Marguerite marmonnait quelque chose à propos de l'humidité qui lui faisait mal aux os. Et Paco ne cessait de crier « Au secours !» Ce perroquet ne sait dire que ça, demandai-je, sincèrement curieuse. « Malheureusement, oui, » répondit Marguerite, paraissant agacée. « Il est très bruyant. En fait, j'ai pensé que peut-être tu aimerais le garder, Jacqueline, pour avoir de la compagnie. »« Ah, donc vous n'allez plus amener le perroquet vivre ici aussi ?» demandai-je, avec une innocence étudiée. « Eh bien, si nous ne venons pas tous, » commença Marguerite. Mais elle fut interrompue par un regard sévère de Philippe. « Maman, déjeunons, voulez-vous? Nous pourrons parler davantage de tout cela pendant le repas, » suggéra mon fils, tentant clairement de changer de sujet. « Excellente idée. J'ai préparé un repas délicieux, » annonçai-je en me levant. « J'espère que vous aimez le ragoût de viande. Je l'ai fait hier, mais il devrait encore être bon. » Hier? Céline semblait horrifiée. Ou peut-être avant-hier, je ne me souviens plus très bien, ajoutai-je, observant la panique croître dans ses yeux. Je les conduisis jusqu'à la table de la cuisine, où j'avais préparé un repas qui semblait avoir été fait il y a plusieurs jours. En réalité, j'avais tout cuisiné ce matin même, mais j'avais ajouté quelques touches
spécial pour donner l'impression d'un plat vieux, un peu trop d'huile flottant dans le bouillon, quelques légumes délibérément trop cuits, une présentation négligée. Tandis que je servais le ragoût dans des assiettes légèrement sales, à peine tachées avec du colorant alimentaire, je l'avoue, je remarquais que Philippe me regardait avec une expression que je n'avais pas vue depuis longtemps. C'était de l'inquiétude sincère. Pendant un moment, je me suis presque sentie coupable. Mon fils croyait réellement que je vivais dans ces conditions, que je m'étais tant négligée avec le passage des années. Mais alors je me suis souvenue du naturel avec lequel il avait décidé de ma vie, de mon espace, de ma retraite, comme si j'étais à peine un détail dans ses plans et non une personne avec des désirs et des besoins propres. La culpabilité s'est dissipée, laissant place à la détermination de poursuivre le plan jusqu'au bout. Pendant le déjeuner, la conversation fut forcée et artificielle. Tous complimentèrent poliment la nourriture, bien qu'ils y touchèrent à peine. J'inventais des histoires sur les voisins bruyants, sur la plomberie qui se bouchait chaque semaine, sur le concierge qui apparaissait ivre les jours de paix, chaque histoire plus absurde que la précédente, observant les regards d'horreur s'intensifier. Et ici, les week-ends, il y a une fête dans le bar du coin qui dure jusqu'à 5 heures du matin, continuai-je, servant plus de ragoût que personne ne voulait. Au début, ça me dérangeait, mais maintenant je m'y suis habituée. Parfois, je descends même danser un peu. Philippe s'étrangla avec son eau. J'ai toujours su qu'il avait de moi l'image de la mère traditionnelle, qui allait à la messe le dimanche et se couchait tôt. L'idée que sa mère de 68 ans danse jusqu'à l'aube le perturbait visiblement. « Maman, tu n'as jamais aimé le bruit ?» commenta-t-il, essayant de me reconnaître dans ce personnage que je créais. « Les gens changent, fils. Peut-être ai-je été réprimée toutes ces années, toujours si correcte, si organisée. Maintenant, je suis libre d'être qui je veux être. » Après le déjeuner, je suggérais que tout le monde se repose un peu. J'offris la chambre principale à Philippe et Céline pour qu'ils l'essaient, puisqu'elle serait bientôt la leur. Ma belle-fille ouvrit les yeux, paniquée. « En fait, nous devons partir, » dit-elle rapidement. « J'ai un rendez-vous plus tard. »« Moi aussi, » Françoise se hâta d'approuver. « Et j'ai besoin de prendre mes médicaments, » compléta Marguerite. Seul Paco semblait disposé à rester, continuant son incessant cri de « Au secours !» Je commençais à trouver cela vraiment étrange. Alors que tous se préparaient à partir, bien avant l'heure prévue, je décidai qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec mon fils. Je lui demandai de rester un peu plus longtemps, que nous devions parler en privé. Céline sembla soulagée de pouvoir s'échapper, et bientôt, elle, Françoise et Marguerite prenaient en congé, promettant vaguement de revenir bientôt. J'observais leur visage soulagé quitter mon vieil appartement, sachant que mon plan avait fonctionné. Ils ne reviendraient jamais ici volontairement. Maintenant, il me restait à révéler la vérité à Philippe et à comprendre ce qui se passait réellement avec ce perroquet qui ne cessait de crier « Au secours !» Aussitôt que nous fûmes seuls, Philippe s'assit sur le canapé du salon, visiblement préoccupé. Je pouvais lire dans ses yeux qu'il formulait un discours soigneusement choisi, probablement pour me suggérer de vendre ce terrible appartement et de venir vivre avec eux, ou peut-être pour me placer dans une résidence pour personnes âgées élégantes. « Maman, je m'inquiète pour toi », commença-t-il, confirmant mes soupçons. « Tu n'as jamais été comme ça. Cet endroit, ce n'est pas toi. Le désordre, la saleté, les histoires de fête jusqu'à l'aube. Que se passe-t-il » C'était le moment de tout révéler. Je regardais mon fils, l'homme que j'avais élevé seul, après que son père nous ait abandonnés quand Philippe avait à peine 10 ans, à qui j'avais tout donné, même ce que je ne pouvais pas me permettre. Je respirais profondément et me préparais à dire la vérité. « Philippe, ce n'est pas mon nouvel appartement. » La confusion inonda son visage. Ses yeux parcoururent l'environnement désordonné, comme s'il cherchait une explication dans les tâches d'infiltration. « Comment ça? Ce n'est pas ton nouvel appartement ?» demanda-t-il, complètement déconcerté. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. J'avais besoin d'un moment pour ordonner mes pensées, pour m'assurer que mes paroles seraient claires et directes. Quand je me retournai pour faire face à mon fils, ma voix sortit plus ferme que je ne l'avais anticipé. « Ceci est mon ancien appartement de la Croix-Rousse, celui que je prépare pour la location. Le nouvel appartement est au quai Saint-Antoine, avec vue sur la Saône, et il est impeccablement propre et organisé.
exactement comme j'ai toujours maintenu ma maison. Je vis la compréhension apparaître lentement sur son visage, suivie par une vague de rougeur qui commença au cou et monta jusqu'aux oreilles, exactement comme cela se produisait quand il était pris en flagrant délit de bêtise pendant son enfance. Je ne comprends pas, maman. Pourquoi nous as-tu amenés ici alors? Pourquoi toute cette mise en scène? Je m'assis à nouveau, maintenant face à lui. C'était l'heure de parler franchement, de cœur à cœur, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années, parce que je voulais voir votre réaction. Je voulais savoir si vous étiez réellement intéressé à vivre avec moi ou simplement par mon nouvel appartement au quai Saint-Antoine. Philippe ouvrit la bouche pour protester, mais la referma. Il n'y avait pas grand-chose à dire, pas après la façon dont tous avaient réagi en voyant l'état de l'appartement. « Philippe, quand tu es entré dans mon nouvel appartement et que tu as dit, sans même demander mon avis, que tu allais amener ta femme, ta belle-mère, sa tante et même un perroquet vivre avec moi, j'ai eu l'impression de recevoir une gifle, comme si je n'étais pas une personne avec des désirs propres, juste un moyen de résoudre tes problèmes ou de satisfaire tes caprices. » Mon fils baissa les yeux, la honte évidente dans sa posture. Je continuais. Maintenant que j'avais commencé, j'avais besoin d'exprimer tout ce que je ressentais. Après avoir travaillé plus de 40 ans, t'avoir élevé seul après le départ de ton père, avoir renoncé à tant de choses pour t'assurer une bonne éducation, j'ai cru que je méritais un espace à moi, un endroit où je pourrais profiter de ma retraite en paix, recevoir mes amis, lire mes livres avec le bruit de la rivière en fond. Maman, je n'ai pas pensé. Exactement, fils. Tu n'as pas pensé. Tu as décidé pour moi, comme si je n'avais plus la capacité de prendre mes propres décisions. Et le pire, tu as amené ta famille pour évaluer la propriété, comme si ce n'était que ça, un bien matériel, pas le rêve pour lequel j'ai économisé toute ma vie. À ce moment, je remarquai que des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. Ce n'était pas mon intention de pleurer et de montrer de la fragilité, mais j'étais là, à 68 ans, essayant d'expliquer à mon fils pourquoi je méritais d'être respecté. Philippe se leva et vint vers moi. Je m'attendais à voir de l'irritation sur son visage, peut-être même de l'indignation d'avoir été trompé. Mais ce que je vis fut quelque chose de différent, une compréhension douloureuse, la perception d'une erreur qu'il n'avait pas réalisée qu'il commettait. « Pardonne-moi, maman, dit-il, la voix brisée. Je ne me suis vraiment pas rendu compte de comment mes paroles ont sonné. Je ne voulais pas te manquer de respect, à toi ou à tes décisions. » J'essuyai mes larmes et me rassis. Maintenant venait la partie la plus difficile de la conversation. « Fils, pourquoi tenais-tu tant à tous vous installer chez moi? Que se passe-t-il dans ta vie que tu ne m'as pas dit ?» Philippe soupira profondément et passa la main dans ses cheveux, ce geste familier quand il est nerveux. Il s'assit à côté de moi et après quelques moments de silence, commença à parler. « Nous avons des problèmes financiers, maman, de gros problèmes. J'ai fait quelques mauvais investissements, contracté des prêts, et maintenant nous sommes noyés sous les dettes. La banque menace de saisir la maison. » Cela me prit par surprise. Mon fils avait toujours eu un bon emploi comme ingénieur. Céline était assistante dans un prestigieux cabinet d'avocats. Il vivait dans une maison confortable à Champagne au Mont-d'Or, fréquentait de bons restaurants, partait en vacances. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? La honte, je suppose. J'ai toujours été le fils responsable, le réussi. Comment admettre que j'avais échoué? Et puis, tu as tellement travaillé pour me donner une bonne éducation, pour me voir réussir dans la vie. Je ne voulais pas te décevoir. Je sentis mon cœur se serrer. Combien de fois nous, les parents, sans le vouloir, mettons ce genre de pression sur les enfants? L'attente de réussite, de retour sur l'investissement d'années de sacrifice. Je me rendis compte que j'avais peut-être aussi ma part de responsabilité dans cette situation. Quand j'ai vu ton nouvel appartement, si beau, si bien situé, j'ai pensé que ce pourrait être une solution. Toi y vivant, nous vendant notre maison pour payer les dettes et venant vivre avec toi. Je sais que c'était égoïste, que je n'ai pas considéré tes sentiments, mais j'étais désespérée. Et pourquoi amener ta belle-mère et sa tante aussi? Philippe esquissa un sourire triste. C'était l'idée de Céline. Elle a dit que si nous devions emménager chez toi, sa mère devrait aussi venir, car elle a des problèmes de hanche et a besoin d'aide. Et la tante Marguerite vit avec Françoise depuis des années. Elle n'aurait nulle part où aller. Et le perroquet? Ah,
Paco, Philippe secoua la tête. C'était un cadeau que j'ai fait à Céline pour son anniversaire. Elle ne l'a jamais beaucoup aimé, mais nous n'avons pas le courage de nous en débarrasser. Il appartenait à un vieux marin qui vivait près de chez nous et qui est décédé. Je crois qu'il a appris à crier au secours avec lui. Soudain, je me souvins du comportement étrange du perroquet. Comment il semblait particulièrement agité quand Marguerite ou Françoise s'approchaient. « Philippe, as-tu déjà observé comment réagit Paco quand ta belle-mère ou sa tante s'approche? Comment ça? Il devient plus agité, crie « au secours » avec plus d'intensité. Tu ne l'as jamais remarqué? Mon fils semblait sincèrement surpris. Maintenant que tu le mentionnes, oui, il devient plus nerveux près d'elle, mais je n'y ai jamais accordé beaucoup d'importance. Je fis une note mentale pour investiguer cela plus tard. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette histoire de perroquet, et je le découvrirai. Mais à ce moment, nous avions des questions plus urgentes à résoudre. « Fils, pourquoi ne pas être venu me demander de l'aide? Je suis ta mère. Je ne suis peut-être pas riche, mais j'aurais pu faire quelque chose. Justement pour ça, maman. Tu as déjà tant fait pour moi toute ma vie. Comment pourrais-je demander plus? Surtout maintenant que tu réalisais enfin ton rêve d'avoir un appartement au bord de la rivière. » Nous restâmes silencieux quelques minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. Je regardais autour de moi cet appartement intentionnellement désordonné que j'avais préparé pour ma leçon. Cela semblait tellement puéril maintenant, face à la gravité des problèmes de mon fils. « Pardonne-moi pour toute cette mise en scène, dis-je finalement. J'ai peut-être été égoïste moi aussi, ne pensant qu'à mes sentiments blessés, sans imaginer que tu pouvais traverser des difficultés. Non, maman. » Philippe fut catégorique. « Tu avais raison. J'aurais dû te parler, t'expliquer la situation, demander ton aide ou tes conseils. Pas simplement débarquer avec un plan tout fait qui prenait ton espace et ton indépendance. » Nous restâmes silencieux un moment, digérant tout ce qui s'était passé. Malgré toutes ces révélations, quelque chose continuait à me perturber, le comportement de Paco. Chaque fois que je repensais à comment il s'agitait en voyant Marguerite et Françoise, je sentais qu'il y avait autre chose dans cette histoire, quelque chose que je devais découvrir. Je me levai et allai à la cuisine. Je préparais un vrai café cette fois, pas le liquide horrible que j'avais servi plus tôt comme partie de la mise en scène. Pendant que l'eau chauffait, je réfléchissais à des solutions pour la situation de mon fils. Quand je revins avec 2 tasses de café fumant, Philippe semblait plus calme. Je m'assis à côté de lui et pris une gorgée avant de parler. « Je veux t'aider, fils, mais j'ai besoin de connaître exactement l'ampleur du problème. Combien devez-vous? Quels sont les délais? Existe-t-il d'autres alternatives que de vendre la maison? » Durant l'heure suivante, Philippe m'expliqua en détail sa situation financière. Les dettes étaient vraiment importantes, résultat d'investissements malheureux et d'un style de vie qu'il ne pouvait plus maintenir. Céline, selon lui, avait du mal à accepter la nouvelle réalité, insistant pour maintenir les apparences, même quand l'argent ne le permettait plus. Elle vient d'une famille qui a toujours eu une position, expliqua-t-il. Pour Céline, paraître réussir est aussi important que réellement réussir, peut-être plus. Cela expliquait beaucoup sur ma belle-fille et sa mère, la façon dont elle me regardait toujours avec un certain dédain, comme si moi, avec ma vie simple d'enseignante universitaire, je n'étais pas à leur hauteur. Pendant que Philippe continuait à parler, mon esprit revenait à Paco. Il y avait quelque chose dans le comportement du perroquet qui me troublait profondément. Pourquoi réagissait-il avec tant de panique spécifiquement devant Marguerite et Françoise? Les animaux sont souvent sensibles à l'énergie des personnes, mais cela semblait plus qu'une simple antipathie. « Philippe, interrompis-je, il y a quelque chose qui me préoccupe. Comment Paco est-il arrivé chez toi exactement ?» Mon fils semblait surpris par le changement de sujet, mais répondit sans hésiter. « Je te l'ai dit, c'était un cadeau pour Céline. Monsieur Rousseau, un vieux marin qui vivait dans notre immeuble, est décédé il y a environ 2 ans. Il n'avait pas de famille, et comme je l'aidais parfois avec quelques réparations dans son appartement, il m'a laissé le perroquet. J'ai pensé que Céline l'aimerait. Elle disait toujours qu'elle voulait un animal de compagnie. Et comment était le perroquet quand tu l'as reçu? Criait-il déjà au secours ou a-t-il appris cela après? » Philippe fronça les sourcils, comme s'il essayait de se souvenir. Maintenant que tu le mentionnes, Paco était différent. Il parlait beaucoup plus, des phrases complètes comme « Bonjour capitaine » ou « Mer calme ».
Il connaissait même quelques chansons de marins. Monsieur Rousseau l'avait bien dressé. Quand a-t-il commencé à changer? Je ne suis pas sûre, c'était graduel. D'abord, il a cessé de chanter. Puis il s'est mis à ne répéter que « au secours ». Céline a dit que c'était normal, que les perroquets oublient parfois des mots ou sont traumatisés par les changements d'environnement. J'étais de plus en plus convaincue que quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Je me levai brusquement. « Philippe, je veux revoir Paco. Pourrais-tu me l'amener demain? J'aimerais l'observer de plus près. » Mon fils semblait confus, mais accepta. Nous nous sommes quittés avec une étreinte qui semblait différente des précédentes, plus sincère, comme si nous avions abattu une barrière invisible qui s'était formée entre nous au fil des ans. Ce soir-là, après le départ de Philippe, j'appelai Simone pour lui raconter tout ce qui s'était passé. « Jacqueline, je n'arrive pas à croire que tu l'aies vraiment fait. Ça a marché? Ils ont été effrayés par l'appartement en désordre. Comme tu ne peux pas l'imaginer, répondis-je, m'autorisant un petit sourire. Ils sont partis en courant en moins de 2 heures. Mais Simone, j'ai découvert quelque chose de plus important. Philippe a de graves problèmes financiers et il se passe quelque chose d'étrange avec le perroquet qu'ils ont. Je lui racontai la réaction de Paco face à Marguerite et Françoise, comment l'animal avait changé depuis son arrivée chez mon fils, passant d'un perroquet bavard à un oiseau qui ne savait crier que « au secours ». Cela semble suspect, Jacqueline. Les animaux perçoivent des choses que nous ne voyons pas. Si ce perroquet est si angoissé quand ces femmes s'approchent, il doit y avoir une raison. C'est exactement ce que je pense. Philippe me l'amènera demain. Je veux l'observer plus attentivement. Tu devrais consulter un vétérinaire, suggéra Simone. Un spécialiste des oiseaux pourrait détecter s'il y a des signes de maltraitance. La suggestion de Simone me sembla excellente. Ce soir même, je cherchais dans mon carnet d'adresses le contact du docteur Mercier, un vétérinaire qui avait soigné le chat de Simone des années auparavant. Par chance, il maintenait toujours son cabinet à Bellecour, pas très loin de mon véritable appartement au quai Saint-Antoine. Le lendemain matin, Philippe arriva tôt avec Paco. C'était la première fois que mon fils visitait mon véritable nouvel appartement et je pus voir dans ses yeux l'étonnement en observant la différence. Ici, tout était impeccablement propre et organisé. Les meubles, choisis avec soin, s'harmonisaient avec la décoration dans des tons de bleu et beige qui rappelaient la rivière visible par la large fenêtre du salon. Des plantes bien entretenues décoraient les coins stratégiques et la lumière matinale entrait généreusement, se reflétant sur le sol en porcelaine claire. « Maman, c'est magnifique !» murmura-t-il, posant la cage sur la table latérale du salon. « Tu avais raison, j'ai été très égoïste de penser à envahir ton espace. De l'eau sous les ponts, répondis-je, me dirigeant vers la cuisine pour préparer un café. Tu veux une tasse avant de partir? Pendant que la cafetière travaillait, j'observais le perroquet. Paco semblait différent, moins agité, presque contemplatif, regardant par la fenêtre vers la Saône. Pourquoi ne criait-il pas au secours, comme la veille? Il est si calme, remarquai-je, lorsque Philippe me rejoignit dans la cuisine. Je lui ai donné un calmant avant de venir. Céline a insisté. Elle a dit que ce serait mieux pour le voyage. Je fronçai les sourcils, instantanément inquiète. Quel genre de calmant? Je ne suis pas sûre. Quelque chose que la tante Marguerite lui a donné. Elles ont dit que c'est naturel pour apaiser les oiseaux agités. Cela me parut alarmant. Je tendis une tasse de café à mon fils et retournai au salon pour examiner le perroquet de plus près. Paco avait les yeux mi-clos, comme s'il luttait contre le sommeil. Cela ne semblait pas naturel. « Philippe, es-tu sûr que c'est sans danger? Il semble drogué. » Mon fils haussa les épaules, prenant une gorgée de café. Elle lui donne toujours ça quand nous devons le transporter ou quand nous avons des visites importantes. La tante Marguerite s'y connaît en ces choses. Elle a élevé des oiseaux toute sa vie. Je décidai de ne pas insister sur le sujet pour le moment, mais je fis une autre note mentale. Quelque chose n'allait définitivement pas dans cette histoire. Après le départ de Philippe pour son travail, promettant de repasser plus tard pour récupérer Paco, j'appelai immédiatement le docteur Mercier. Par chance, il avait un créneau disponible cet après-midi même. En attendant l'heure de la consultation, je restais près de la cage, observant Paco. Peu à peu, l'effet de ce qu'on lui avait donné se dissipait. Aux alentours de midi, il commença à bouger davantage et vint alors le premier au secours. Plus faible que la veille,
mais incontestable. « Que t'est-il arrivé, mon petit ami ?» demandai-je, lui offrant un morceau de pomme que j'avais coupé. À ma surprise, il le refusa, tournant la tête. « Tu n'as pas faim ?» J'essayai avec une banane, puis avec quelques graines que j'avais trouvées dans le petit sac que Philippe avait laissé avec la cage. Rien. Paco ne mangeait pas. Il répétait seulement occasionnellement son cri de détresse, comme si c'était la seule chose qu'il savait faire. Dans l'après-midi, je l'emmenai au cabinet du docteur. Mercier, le vétérinaire, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au sourire bienveillant, examina le perroquet soigneusement. « Il est déshydraté et semble mal nourri », diagnostiqua-t-il, fronçant les sourcils. « Depuis combien de temps est-il avec la famille de votre fils ?» Je ne suis pas certaine. Philippe a mentionné qu'il l'a reçu d'un vieux marin décédé, comme cadeau pour sa femme. Mais je ne sais pas exactement quand cela s'est produit. Le docteur Mercier acquiesça, continuant l'examen. Quand il essaya de toucher certaines zones des ailes, Paco réagit avec agitation, criant « Au secours !» à plusieurs reprises. « Madame Moreau, regardez ceci !» Le vétérinaire désigna de petites zones où les plumes avaient été arrachées, certaines présentant des marques qui suggéraient des brûlures. « Cela a été fait intentionnellement », expliqua-t-il, sa voix maintenant chargée d'indignation professionnelle. « Quelqu'un a maltraité cet animal. » Je sentis une vague de nausée. Les pièces commençaient à s'assembler, le cri constant de « au secours », l'agitation quand Marguerite ou Françoise s'approchaient, les calmants pour le maintenir tranquille. « Que puis-je faire, docteur ? Je vais lui administrer des fluides pour la déshydratation et recommander un régime spécial pour le remettre sur pied. Mais sincèrement, le plus important est de le tenir éloigné de celui qui l'a maltraité. » Je sortis du cabinet avec Paco, un sac de médicaments et de nourriture spéciale, et une colère grandissante dans la poitrine. Comment avait-il pu faire cela à un animal sans défense? Et comment mon propre fils n'avait-il pas remarqué ce qui se passait dans sa maison? Sur le chemin du retour, j'appelai Simone et lui racontai tout. Mon ami, toujours pratique, suggéra que je parle avec Marcel, le concierge de l'immeuble où vivait Philippe. Les concierges voient tout, Jacqueline. S'il se passe quelque chose d'étrange dans un appartement, ils le savent généralement. Je trouvais la suggestion sensée. Je décidai de faire une visite surprise à la résidence de Philippe à Champagne-au-Mont-d'Or. Marcel, un homme de 65 ans avec une moustache grisonnante bien taillée, était à la conciergerie quand j'arrivai. Il me reconnut immédiatement. Je rendais souvent visite à mon fils avant de déménager au quai Saint-Antoine. « Madame Moreau, quelle surprise! Philippe n'a pas mentionné que vous viendriez aujourd'hui. En réalité, Marcel, je suis venu vous parler. Avez-vous un moment ?» Le concierge parut surpris, mais acquiesça, me conduisant dans une petite salle adjacente à la conciergerie. Il ferma la porte et m'offrit une chaise. « En quoi puis-je vous aider ?» Je lui expliquai la situation avec le perroquet, les signes de maltraitance, le comportement étrange quand certaines personnes s'approchaient. Marcel écouta attentivement, son visage ridé devenant de plus en plus sombre. « Madame Moreau, je n'aime pas parler de la vie des résidents, » commença-t-il, hésitant. « Mais vous avez toujours été bonne avec moi, et je ne peux pas permettre qu'un animal souffre. » Il me raconta alors que plusieurs fois, il avait entendu des cris provenant de l'appartement quand Philippe n'était pas là. Pas seulement du perroquet, mais aussi des cris humains. Selon lui, la tante Marguerite avait un tempérament terrible et perdait souvent patience avec le bruit de l'oiseau. Une fois, je suis entré pour livrer un colis et j'ai vu Madame Marguerite secouer violemment la cage parce que le perroquet ne cessait pas de crier. Madame Françoise était là aussi, riant, comme si c'était une grande plaisanterie. Je sentis mon sang bouillir. Comment pouvait-elle être si cruelle? Et mon fils? Où Céline? Savent-ils cela? Marcel soupira. Votre fils travaille beaucoup, Madame Moreau. Il part tôt, rentre tard. Quant à Madame Céline, il hésita à nouveau. Je crois qu'elle préfère ne pas voir. C'est plus facile de faire semblant que ça n'arrive pas. Je remerciai Marcel pour son honnêteté et promis que le perroquet serait en sécurité avec moi. Sur le chemin du retour vers le quai Saint-Antoine, ma détermination grandissait. Je ne permettrai pas que Paco retourne dans cette maison d'horreur. Quand j'arrivai à mon appartement, je trouvai une surprise. Philippe, Céline, Françoise et Marguerite étaient tous à la porte m'attendant. « Maman, où étais-tu? Nous avons sonné plusieurs fois. » Philippe semblait inquiet. « J'avais quelques affaires à régler, » répondis-je vaguement, déverrouillant la porte. Je ne m'attendais pas à des visites aujourd'hui,
Nous sommes venus chercher Paco, annonça Céline, entrant sans attendre d'invitation. Il nous manque. J'observais le groupe envahir mon salon. Marguerite localisa immédiatement la cage du perroquet, qui commença à s'agiter et à crier « Au secours !» dès qu'il la vit. « Vous voyez, cette bestiole est insupportable !» se plaignit Marguerite, faisant une grimace. « Je ne sais pas pourquoi tu insistes pour le garder, Philippe. »« C'était un cadeau, tante, » répondit mon fils, paraissant mal à l'aise. « Et j'ai promis à monsieur Rousseau que je prendrai soin de lui. »« Bon, maintenant c'est l'heure de rentrer à la maison, » déclara Françoise, s'approchant de la cage. La panique de Paco s'intensifia, ses ailes frappant frénétiquement contre les barreaux de la cage. « Personne n'emmènera le perroquet, » annonçai-je, ma voix plus ferme que jamais. Tous se tournèrent vers moi, surpris. « Comment ça, maman ?» Philippe demanda confus. « Je sais ce que vous lui avez fait, » répondis-je, regardant directement Marguerite et Françoise. « Je sais pour les mauvais traitements, les plumes arrachées, les brûlures. Le vétérinaire a tout vu cet après-midi. » Marguerite pâlit, mais retrouva rapidement sa contenance. « Vétérinaire? Quelle absurdité! Cet oiseau est toujours ainsi, hystérique. Il s'est probablement blessé tout seul. Les oiseaux ne s'arrachent pas leurs propres plumes et ne se causent pas des brûlures, » répliquai-je, gardant mon calme. « Et il ne se médicamente pas pour rester léthargique pendant un voyage. » Françoise intervint, sa voix faussement douce. « Madame Moreau, je crois qu'il y a un malentendu. Nous adorons Paco. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour lui. Le mieux pour lui est de rester loin de vous. » Céline, qui jusqu'alors observait la scène en silence, se manifesta finalement. « C'est juste un oiseau, pour l'amour du ciel. Pourquoi tant de drame ?» Cette phrase révélait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma belle-fille. Pour elle, un être vivant qui souffrait n'était que juste un oiseau. Il ne méritait pas considération ou protection. « Philippe, » appelai-je mon fils, ignorant les autres. « Pouvons-nous parler en privé? Dans la chambre ?» À contre-cœur, il me suivit jusqu'à la chambre principale, fermant la porte derrière nous. « Fils, savais-tu vraiment ce qui se passait ?» Philippe passa la main sur son visage, paraissant soudain épuisé. J'ai eu des soupçons parfois. Paco était si différent quand M. Rousseau était vivant, plus joyeux. Il disait plusieurs phrases, pas seulement au secours, mais Céline disait toujours que c'était normal, que les perroquets changent de comportement dans de nouveaux environnements. Et je voulais la croire. J'ai parlé avec Marcel aujourd'hui, révélai-je. Il m'a raconté les cris, comment la tante Marguerite maltraitait le perroquet quand tu n'étais pas à la maison. Mon fils ferma les yeux, comme s'il essayait de bloquer l'image mentale. J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû faire quelque chose. Tu peux le faire maintenant, affirmai-je. Laisse Paco avec moi. Je vais en prendre soin, lui donner le traitement que le vétérinaire a recommandé. Il mérite la paix après tout ce qu'il a enduré. Philippe hésita, regardant vers la porte fermée. Céline ne sera pas contente. Elle est déjà irritée par toute cette histoire de dette, par ton refus de nous laisser vivre ici. Fils, tu dois décider quel type d'homme tu veux être. Un homme qui permet que des animaux sans défense soient des mois maltraités dans sa propre maison pour éviter les conflits, ou un homme qui défend ce qui est juste, même quand c'est difficile. Mes paroles semblèrent le toucher profondément. Je vis dans ses yeux le garçon que j'avais élevé, l'enfant qui pleurait quand il trouvait des oisillons tombés du nid et insistait pour les soigner. Tu as raison, maman, Paco reste avec toi. Quand nous revînmes au salon, les trois femmes conversaient à voix basse, s'arrêtant immédiatement en nous voyant. « Alors ?» demanda Céline impatiente. « Pouvons-nous partir? Nous avons un rendez-vous plus tard. Paco reste avec ma mère, » annonça Philippe, sa voix étonnamment ferme. « Comment ça ?» Marguerite s'écria presque. « Après tout le mal que nous nous sommes donné avec cette bestiole ingrate ?»« Mal ?» répliquai-je, incapable de contenir mon indignation. « Vous appelez la maltraitance du mal, Madame Marguerite ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, répondit-elle défensive. Nous avons toujours bien traité Paco, si bien qu'il ne sait que crier au secours, observai-je sèchement, et qu'il a des marques de brûlure sur les ailes. Françoise intervint, tirant sa sœur par le bras. Allons-nous-en, Marguerite. Nous n'avons pas besoin d'entendre ces accusations absurdes. Céline regardait Philippe avec une expression qui mêlait surprise et fureur. Tu vas vraiment laisser l'oiseau ici, après tout ce dont nous avons parlé? Oui, répondit mon fils, restant ferme. Et je crois que nous devons tous repenser beaucoup de choses, Céline, y compris comment nous traitons les animaux et les uns les autres.
Le silence qui suivit était tendu, chargé d'émotions non exprimées. Finalement, Céline prit son sac. « Parfait. Garde ton précieux perroquet. Allons-y, maman, tante Marguerite. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. » Les 3 femmes sortirent, Céline en tête, suivie par Françoise et Marguerite, qui lança un dernier regard venimeux dans ma direction avant de claquer la porte. Philippe se laissa tomber sur le canapé, paraissant épuisé. « Je crois que je dormirai au bureau ce soir, » murmura-t-il. « Ou tu peux rester ici, » offris-je. « J'ai une chambre d'amis. » Il considéra l'offre un moment, puis acquiesça. « Merci, maman. Je crois que j'ai besoin de temps pour réfléchir. » Je préparai un dîner simple pour nous deux, une soupe de légumes et du pain complet, quelque chose de réconfortant. Pendant que nous mangions sur la terrasse, observant le coucher de soleil sur la Saône, nous parlâmes de tout et de rien, évitant pour le moment les sujets difficiles. Après le dîner, Philippe s'approcha de la cage de Paco, qui était maintenant plus calme, mangeant un peu des fruits spéciaux que le vétérinaire avait recommandés. « Pardon, mon ami, » dit-il doucement au perroquet. « Je promets que maintenant tout ira bien. » Comme s'il comprenait, l'oiseau le regarda et, pour la première fois depuis que je le connaissais, dit quelque chose de différent. « Tout va bien. » Philippe me regarda stupéfait. « Il a dit autre chose. Peut-être commence-t-il à se sentir en sécurité, suggérai-je, m'approchant. Le docteur Mercier a dit que les perroquets sont intelligents et sensibles. Ils perçoivent quand ils sont dans un environnement sûr. Ce soir-là, après que Philippe se fut retiré dans la chambre d'amis, je restai un moment supplémentaire dans le salon, simplement en observant Paco. Le perroquet semblait plus détendu, explorant la nourriture dans la cage, regardant occasionnellement par la fenêtre vers les lumières de la ville. « Tu es en sécurité maintenant » murmurai-je. « Personne ne te fera plus de mal. » Comme en réponse, il tourna la tête dans ma direction et répéta « Tout va bien ». Je souris, ressentant une étrange connexion avec cette petite créature qui, comme moi, apprenait à recommencer dans un nouveau foyer après avoir traversé des difficultés. Nous cherchions tous deux la paix, la sécurité, le respect. Avant d'aller me coucher, je couvris partiellement la cage avec un tissu léger, comme le docteur Mercier l'avait recommandé, pour que Paco puisse mieux dormir. En m'éloignant, j'entendis un doux murmure. « Merci ». Je m'arrêtai surprise. L'avais-je imaginé ? « De rien, Paco », répondis-je quand même. « Bonne nuit ». Au moment où je fermais la porte de ma chambre, je réalisais que ce que j'avais commencé comme une simple leçon à mon fils s'était transformé en quelque chose de bien plus significatif. J'avais non seulement défendu mon espace et mon indépendance, mais j'avais aussi sauvé un être innocent et peut-être aidé mon fils à voir plus clairement ce qui se passait dans sa propre vie. À 68 ans, je découvrais que j'avais encore un rôle à jouer, des batailles à mener et des surprises à vivre. La vie ne cesse jamais de nous étonner, même quand nous pensons avoir tout planifié. Le lendemain, je m'éveillais aux premières lueurs de l'aube, avec cette sensation étrange qu'on ressent parfois après une journée riche en événements, comme si ma vie avait soudainement pris une nouvelle direction, inattendue mais pas nécessairement indésirable. Dans la cuisine, je trouvais Philippe déjà levé, préparant le petit déjeuner. Une scène que je n'avais pas vue depuis qu'il était adolescent. « Bonjour maman », me salua-t-il avec un sourire timide. « J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai pensé que tu méritais un café au lit après tout ça. »« Tu t'es levé tôt », remarquai-je, m'asseyant à la table de la cuisine, où il avait déjà disposé 2 tasses. « En réalité, je n'ai presque pas dormi », avoua-t-il, versant le café fumant. « J'ai réfléchi à beaucoup de choses. À propos de Céline, de notre situation financière, à propos de Paco. » Pendant le petit déjeuner, Philippe me révéla sa décision. « Maman, je vais me séparer de Céline. » Cette déclaration me surprit, bien qu'une partie de moi s'y attendait déjà après les événements récents. « Tu es sûr ? C'est une décision importante. » Philippe acquiesça, son visage montrant une détermination que je n'avais pas vue depuis des années. « Ce qui s'est passé hier a été la goutte d'eau, mais les problèmes viennent de bien plus loin. Notre mariage ne fonctionnait plus, nous faisions semblant. Céline est plus préoccupée par les apparences que par la réalité. Et la façon dont elle, sa mère et sa tante ont traité Paco, je ne peux pas ignorer ça. Et les dettes, je les affronterai. Je devrais peut-être vendre la maison, oui, mais je peux louer un appartement plus petit. L'important est de recommencer avec honnêteté. » J'éprouvais un mélange de fierté et d'inquiétude. Fierté de voir mon fils enfin affronter la réalité. Inquiétude pour les défis qui l'attendaient. « Tu peux compter sur moi, fils. Pas pour vivre ensemble.
souris-je, mais pour te soutenir dans cette transition. Après le petit déjeuner, Philippe prit congé, disant qu'il devait régler quelques affaires à la banque, puis parler avec Céline. Quand la porte se referma, je me dirigeai vers le salon pour voir Paco. Le perroquet était éveillé, m'observant avec ses yeux brillants qui semblaient les comprendre plus que quiconque ne soupçonnerait. « Bonjour mon petit ami, tu as bien dormi ?» À ma grande surprise, il répondit « Bonjour, tout va bien ». Je souris, émerveillé de constater qu'il commençait déjà à utiliser d'autres mots que « au secours ». Je lui offris les fruits spéciaux recommandés par le vétérinaire et Paco mangea avec appétit, un autre bon signe. Je décidai de l'emmener prendre le soleil sur la terrasse. J'installai la cage sur un support improvisé, la positionnant de manière à ce qu'il puisse voir la rivière tout en étant protégé du vent excessif. « Regarde cette vue, Paco », commentai-je, désignant la Saône qui s'étendait jusqu'à l'horizon. « Bien mieux que cet appartement où tu étais, n'est-ce pas ?» Le perroquet inclina la tête, comme s'il considérait mes paroles, puis dit quelque chose qui me figea sur place. Marguerite méchante. Je restai bouche bée. Ce n'était pas une simple répétition aléatoire. Cela ressemblait à une affirmation consciente. « Paco, tu comprends ce qui t'est arrivé ?» Il agita légèrement les ailes et répéta « Marguerite méchante, Françoise méchante ». Une vague de tristesse m'envahit. Cet animal intelligent n'avait pas seulement subi des mauvais traitements, il comprenait qui l'avait blessé. Je me souvins de ce que Philippe avait raconté sur l'ancien propriétaire, M. Rousseau, un marin retraité. Peut-être Paco avait-il été bien traité avant, peut-être savait-il faire la différence entre bonté et cruauté. « Personne ne te fera de mal maintenant », promis-je, sentant une détermination renouvelée. Je passai la matinée à réorganiser le salon pour mieux accommoder la cage de Paco, créant un espace permanent pour lui près de la fenêtre, où il pourrait observer le mouvement. Pendant que je travaillais, je reçus un appel de Simone. « Alors, comment vont les choses avec le perroquet ?» Je lui racontais les découvertes du vétérinaire, la confrontation avec la famille, la décision de Philippe de se séparer et les nouveaux mots de Paco. « Mon Dieu, Jacqueline, tu es devenue l'héroïne d'un feuilleton sans me prévenir » plaisanta mon amie. « Mais sérieusement, je crois que tu as sauvé ce perroquet et peut-être as-tu sauvé ton fils aussi. » Je ne sais pas si c'était moi ou les circonstances, Simone. Parfois, la vie nous place dans des situations qui nous forcent à voir la vérité, même quand nous préférerions l'ignorer. Tu philosophes de si bon matin. Je reconnais bien mon ami, rit Simone. Je passerai après le déjeuner pour rencontrer le nouveau membre de la famille. Après avoir raccroché, je retournai m'occuper des préparatifs pour Paco. J'étais en train de nettoyer la cage, le transférant temporairement dans une caisse de transport plus spacieuse que j'avais achetée à l'animalerie, quand la sonnette retentit. À ma grande surprise, c'était Céline. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle sèchement, sans saluer. J'hésitai un moment, mais finis par la laisser passer. Elle entra, élégante comme toujours, dans son tailleur gris, ses talons hauts résonnant sur le parquet. « Philippe m'a parlé de sa décision, commença-t-elle, s'asseyant sans y être invitée. Je suppose que vous devez être satisfaite. Je ne suis ni satisfaite ni insatisfaite, Céline. C'est la vie de mon fils, le choix lui appartient. » Elle laissa échapper un rire sans humour. « S'il vous plaît, ne jouez pas l'innocente. Je sais parfaitement que vous ne m'avez jamais approuvée. Vous m'avez toujours considérée comme frivole, matérialiste. Je n'ai jamais dit cela. Vous n'aviez pas besoin de le dire. C'était dans vos regards, dans la façon dont vous questionniez nos décisions financières. » Elle soupira, passant la main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Mais je ne suis pas venue ici pour discuter du passé. Je suis venue faire une proposition. » Je croisai les bras, méfiante. « Quel genre de proposition ? De l'argent ?» répondit-elle directement. « Combien voulez-vous pour convaincre Philippe de ne pas se séparer, de ne pas vendre la maison ?» Je restai momentanément sans voix, surprise par son audace. « Vous croyez pouvoir acheter mon influence sur mon fils ? Tout le monde a son prix, Madame Moreau. Quel est le vôtre ? 1 million ? 2 ? Je laissai échapper un rire incrédule. « Céline, vous êtes criblée de dettes. D'où viendrait cet argent ?» Elle hésita une seconde, révélant une faille dans sa façade confiante. « J'ai mes ressources. Ma famille a des contacts. Je peux l'obtenir. » À ce moment, un bruit provenant de la caisse de transport attira notre attention. Paco avait réussi à ouvrir la petite porte que je n'avais pas correctement verrouillée et s'envola à travers le salon, se posant sur le dossier du canapé tout près de Céline. «
Marguerite méchante, Françoise méchante, Céline méchante, déclara le perroquet, regardant directement ma belle-fille. Le visage de celle-ci pâlit instantanément. Elle se leva comme si elle avait reçu une décharge électrique, s'éloignant de l'oiseau. « Cette bestiole est démoniaque !» siffla-t-elle. « Je l'ai toujours dit à Philippe. Elle répète tout ce qu'elle entend. »« Exactement, » répondis-je calmement. « Elle répète ce qu'elle entend. Ce qui me fait réfléchir. Où a-t-elle entendu ces associations entre nom et méchante? Qui parlait ainsi près d'elle ?» Céline prit son sac, visiblement perturbée. « C'est ridicule. Je perds mon temps ici. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, je parlais une dernière fois. « Céline, l'argent ne résoudra pas vos problèmes, ni les mensonges. Philippe mérite l'honnêteté, même si cela signifie la fin du mariage. » Elle s'arrêta dos à moi, la main sur la poignée. « Vous ne comprenez rien à ma vie, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Puis elle sortit, claquant la porte. Paco vola du canapé à mon épaule, un geste qui me surprit, car je ne m'attendais pas à un tel niveau de confiance si rapidement. « Tout va bien maintenant, » dit-il, comme s'il me consolait. « Oui, mon petit ami, tout va bien maintenant. » Simone arriva après le déjeuner, enchantée par Paco et par toute l'histoire. Assise sur la terrasse, observant la rivière et le perroquet qui semblait maintenant plus à l'aise dans sa cage nouvelle et spacieuse, nous discutâmes des étranges chemins de la vie. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Simone. « Comment tout a commencé avec toi, voulant donner une leçon à ton fils à cause de l'appartement. Et ça a fini par révéler tant d'autres choses. La vie est ainsi. On tire un fil lâche et tout le tissu commence à se défaire. » En fin d'après-midi, Philippe téléphona. Il semblait étrangement calme pour quelqu'un qui venait d'initier un processus de séparation. « Céline est partie, maman. Elle a pris quelques vêtements et a dit qu'elle resterait chez sa mère pour l'instant. Comment te sens-tu ? » Étrangement, soulagée, comme si j'avais relâché un poids que je portais depuis des années sans m'en rendre compte. Je suis juste préoccupée par les questions pratiques maintenant. La maison, les dettes. Un pas à la fois, fils. Tu n'es pas seul. Après avoir raccroché, je restais pensive sur la façon dont la vie nous réserve des surprises. À 68 ans, quand j'imaginais vivre une retraite tranquille, seule dans mon appartement au bord de la rivière, je me retrouvais impliquée dans une révolution familiale complète, avec un perroquet rescapé et un fils affrontant une séparation compliquée. Mais je ne me sentais pas surchargée. Au contraire, il y avait une étrange sensation de but dans tout cela. 3 semaines passèrent rapidement. Paco s'améliorait chaque jour, non seulement physiquement, avec ses plumes qui recommençaient à pousser dans les zones endommagées, mais aussi dans son comportement. Son vocabulaire s'élargissait étonnamment. Le docteur Mercier, qui venait chaque semaine pour suivre sa récupération, était impressionné. « Il a dû être très bien entraîné par son ancien propriétaire », commenta-t-il lors de sa dernière visite. « Les perroquets peuvent vivre des décennies et conservent ce qu'ils ont appris. Il était probablement juste bloqué par le traumatisme. » En effet, Paco parlait maintenant des phrases complètes, certaines qu'il avait probablement apprises avec M. Rousseau. « Bonjour, marin. Mer calme n'a jamais fait bon marin. » Et d'autres qu'il semblait apprendre avec moi. « Jacqueline amie. Café bon. » Quant à Philippe, il affrontait le processus de séparation avec une maturité qui me surprenait. Il avait réussi à négocier avec la banque un délai plus long pour le paiement des dettes, mis la maison en vente pour une valeur moindre que ce qu'elle valait, mais suffisante pour solder la majeure partie des dettes, et louer un petit appartement non loin du mien. Un dimanche après-midi, environ 1 mois après toute la confusion initiale, j'invitais Philippe et Simone pour un déjeuner dans mon appartement. Je préparais un pot-au-feu, plat que mon fils adorait depuis l'enfance, et dressais la table sur la terrasse, avec vue sur la rivière. Pendant le repas, nous parlâmes de tout ce qui s'était passé, mais aussi de projets futurs. Philippe semblait renouvelé, comme s'il s'était enfin libéré d'un fardeau qu'il portait depuis des années. « Tu sais, maman, » commenta-t-il, alors que nous savourions le dessert, un flan maison. « Je n'aurais jamais imaginé qu'à 42 ans, je recommencerais ma vie. Nouvel appartement, célibataire à nouveau, reconstruisant mes finances à partir de zéro. La vie suit rarement le scénario que nous planifions, répondis-je. Regarde-moi, je pensais profiter de ma retraite seule, peut-être voyager occasionnellement, et maintenant, j'ai un perroquet qui parle de plus en plus chaque jour, comme s'il comprenait le signal.
Paco, qui était dans sa cage près de la table, proclama « Nouvelle famille, tout va bien maintenant !» Nous rîmes tous, enchantés par la justesse du commentaire. « Il a raison, observa Simone. C'est une nouvelle famille, différente, inattendue, mais une famille. » Après le déjeuner, pendant que Simone aidait à faire la vaisselle, Philippe m'appela dans un coin du salon. « Maman, j'ai quelque chose à te confesser. Le jour où je suis venu voir ton nouvel appartement et où j'ai dit que j'amènerais tout le monde vivre avec toi, je ne réfléchissais pas clairement. J'étais désespérée à cause des dettes, de la pression de Céline pour maintenir un style de vie que nous ne pouvions plus nous permettre. J'ai vu ton appartement comme une solution facile. Je le sais, fils, mais ce que tu ne sais pas, c'est que je me suis sentie horrible après. Je me suis rendu compte, sur le chemin du retour, à quel point j'avais été égoïste. J'allais t'appeler pour m'excuser, pour te dire que c'était une idée stupide. Mais alors tu as organisé cette rencontre dans l'appartement désordonné. Et tout a dégénéré d'une façon que je n'aurais jamais pu prévoir. Je souris, touchant son visage comme je le faisais quand il était enfant. Parfois nous avons besoin d'une secousse pour voir la vérité, fils. J'allais te donner une leçon, mais j'en ai appris quelques-unes aussi. Quelle leçon? Qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Que la famille n'est pas nécessairement ceux qui vivent sous le même toit, mais ceux qui se soucient vraiment les uns des autres. Et que parfois, les meilleures choses de la vie viennent de situations qui semblent désastreuses au début. À ce moment, Paco s'envola de sa cage, que nous gardions maintenant ouverte quand nous étions à la maison, et se posa sur l'épaule de Philippe, nous surprenant tous. « Philippe bon », déclara le perroquet. « Famille bonne ». Mon fils sourit, ému, caressant doucement les plumes de l'oiseau. « Merci, Paco. Toi aussi, tu es de la famille maintenant. » Les jours suivants passèrent dans une tranquillité que je n'avais pas expérimentée depuis longtemps. Philippe venait dîner au moins 2 fois par semaine, apportant toujours une petite surprise pour Paco, un nouveau jouet, un fruit exotique ou simplement du temps pour lui apprendre de nouveaux mots. Le perroquet s'épanouissait sous nos soins, ses plumes retrouvant leur éclat et son vocabulaire s'élargissant jour après jour. Un mois après le déjeuner dominical, je reçus un appel inattendu. C'était Marcel, le concierge de l'immeuble où Philippe avait vécu avec Céline. « Madame Moreau, excusez le dérangement, mais j'ai pensé que vous devriez le savoir. Hier, il y a eu un scandale dans l'immeuble. La police est venue arrêter Madame Marguerite. »« Marguerite? Pourquoi ?»« Apparemment, elle était impliquée dans une sorte d'escroquerie avec des médicaments. Elle utilisait ses connaissances d'ancienne infirmière pour falsifier des ordonnances et obtenir des médicaments contrôlés qu'elle revendait ensuite au marché noir. » La nouvelle me laissa stupéfaite. De toutes les révélations des derniers mois, celle-ci était peut-être la plus surprenante. Marguerite, une trafiquante de médicaments. Soudain, les calmants naturels qu'il donnait à Paco prirent un sens plus sinistre. « Marcel, savez-vous si ces médicaments incluaient des tranquillisants ou des sédatifs? D'après ce que j'ai entendu, oui, spécialement des anxiolytiques et des analgésiques puissants. L'enquête avait commencé il y a des mois, mais ce n'est que maintenant qu'ils ont eu assez de preuves pour l'arrêter. Je remerciai Marcel pour l'information et à peine raccroché, j'appelai Philippe pour lui raconter. Sa réaction fut d'abord l'incrédulité, suivie d'une compréhension horrifiée. « Tu crois que ce qu'il donnait à Paco, c'était probablement ces mêmes médicaments, fils. Peut-être pour cela qu'il était toujours si léthargique quand il le transportait ou quand ils avaient des visites pour le faire taire. Mon Dieu, maman, ils auraient pu le tuer. Ces médicaments ne sont pas conçus pour les oiseaux. Leur métabolisme est complètement différent. Je le sais. C'est pour ça que Paco était si mal nourri quand je l'ai emmené chez le vétérinaire. Non seulement il le maltraitait physiquement, il l'empoisonnait lentement. Plus tard dans la journée, en observant Paco qui explorait joyeusement sa nouvelle cage et qui apprenait à prononcer de plus en plus de mots, je réalisais que parfois, nos actions les plus insignifiantes, comme feindre un appartement désordonné pour donner une leçon à mon fils, peuvent mener à des conséquences inattendues et profondément significatives. J'avais commencé par vouloir protéger mon espace, mon indépendance durement gagnée, et j'avais fini par sauver un être innocent et aider mon fils à se libérer d'une relation toxique. À 68 ans, la vie me réservait encore des surprises, des défis et des joies inattendues. Et tandis que le soleil se couchait sur la Saône, teintant le ciel de nuances orangées et roses, je me sentis profondément reconnaissante pour ce nouveau chapitre de ma vie,
si différent de celui que j'avais imaginé, mais peut-être exactement celui dont j'avais besoin. Je n'aurais jamais imaginé qu'à mes 68 ans, je me retrouverais ici à vous raconter cette histoire. Une histoire qui a commencé avec un nouvel appartement au quai Saint-Antoine, une remarque irréfléchie de mon fils et qui s'est terminée par une famille reconstruite et un perroquet sauvé d'une situation terrible. Lorsque j'ai décidé d'acheter mon appartement après des décennies comme professeur de biologie, je rêvais simplement d'une retraite paisible, un endroit à moi où je pourrais profiter du bruit de la rivière et de la brise après des années consacrées à élever seul mon fils et à construire ma carrière. Mais la vie avait d'autres projets. La phrase que Philippe a lâchée en voyant mon nouvel appartement « Je vais amener ma femme, ma belle-mère, la tante de ma femme et le perroquet vivre ici avec toi » a été comme un seau d'eau froide. En quelques secondes, j'ai vu mon rêve d'indépendance se transformer en un plan de colocation que je n'ai jamais souhaité. Cette sensation d'avoir mes désirs ignorés, d'être traité comme un détail plutôt que comme la protagoniste de ma propre vie, m'a amené à concevoir un plan qui, je l'avoue, semblait puéril au début. Montrer un appartement délibérément désordonné pour vérifier si leur intérêt était réellement de vivre avec moi ou seulement d'obtenir un bien immobilier privilégié au quai Saint-Antoine. Ce que je n'attendais pas, c'est que ce petit piège révélerait tant de vérités cachées. Les problèmes financiers que mon fils dissimulait par honte, le mariage d'apparence qu'il maintenait avec Céline, et plus choquant encore, les mauvais traitements que le pauvre Paco subissait aux mains de Marguerite et Françoise. Je me souviens comme si c'était hier de l'expression d'horreur sur leur visage en entrant dans cet appartement désordonné de la Croix-Rousse. Comment l'enthousiasme de déménager dans l'appartement au bord de la rivière s'est rapidement transformé en excuse pour partir le plus vite possible. Et comment, au milieu de toute cette mise en scène, un perroquet qui ne savait crier que « au secours » commençait à raconter sa propre histoire silencieuse. Le destin est curieux. Moi qui voulais simplement donner une leçon à mon fils pour sa présomption, j'ai fini par découvrir une trame bien plus complexe. Un mariage en ruine, des dettes cachées et un animal maltraité et drogué. Comme tirer sur un fil lâche et voir toute la toile se défaire. La vérité, c'est que, même à 68 ans, j'avais encore beaucoup à apprendre sur la famille, sur les limites, sur les recommencements. J'ai appris que quel que soit notre âge, il est toujours temps d'établir des limites saines, même avec ceux que nous aimons. J'ai appris qu'aider ne signifie pas nécessairement faire tout ce que les autres attendent de nous, mais ce qui bénéficie réellement à tous sur le long terme. Aujourd'hui, mon appartement au quai Saint-Antoine reste le mien, uniquement le mien, mais il est devenu aussi un havre de paix où mon fils peut venir en reconstruisant sa vie, où une nouvelle famille commence à se former avec Sophie et la petite Léa, et où Paco a enfin trouvé la paix après tant de souffrances. Voir le perroquet retrouver non seulement sa santé physique, mais aussi sa voix, passant du désespéré « au secours » à des phrases complètes comme « tout va bien maintenant » et « famille bonne » est l'une des plus grandes joies de ma retraite. Une joie que je n'avais jamais planifiée, mais sans laquelle je ne peux plus imaginer ma vie. Quant à Philippe, le voir affronter la vérité sur son mariage, ses finances, et recommencer à nouveau, même à 42 ans, me remplit d'une fierté que je ne peux exprimer par des mots. Ce n'était pas facile pour lui d'admettre ses erreurs, de vendre la maison, de louer un appartement modeste et de tout reconstruire à partir de zéro. Mais la liberté dans ses yeux quand il nous rend visite pour le déjeuner dominical vaut plus que tout confort matériel qu'il a laissé derrière lui. S'il y a une leçon dans toute cette histoire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour établir des limites, pour dire non quand c'est nécessaire, et surtout pour sauver non seulement d'autres êtres, comme je l'ai fait avec Paco, mais aussi nous-mêmes. Alors, qu'avez-vous pensé de mon histoire? Avez-vous déjà dû établir des limites avec des proches qui tentèrent de passer outre vos souhaits et vos besoins? Comment avez-vous géré la situation? Partagez vos expériences dans les commentaires. Venez-vous de Lyon, Paris, Marseille ou peut-être d'une petite ville de province? J'aimerais tellement connaître vos histoires. Si ce récit vous a touché, je vous invite à vous abonner à Souvenirs de grand-mère. Notre chaîne regorge d'histoires de vie, d'expériences et de leçons que seule une personne ayant beaucoup vécu peut partager.
Chaque jour, nous publions de nouvelles histoires qui pourront vous aider à naviguer dans vos propres défis familiaux ou simplement vous offrir un moment de réflexion et d'émotion. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » pour montrer que vous appréciez ces histoires vécues. Cela aide énormément notre chaîne à se développer et à atteindre d'autres personnes qui pourraient s'identifier et bénéficier de ces expériences. Et si vous le pouvez, pensez à nous soutenir avec un merci, une forme de don qui nous aide à couvrir les frais de production du canal. Nous enregistrons, montons et publions des vidéos quotidiennement et votre soutien est fondamental pour que nous puissions continuer à vous apporter ces histoires. Même une petite contribution fait une énorme différence pour maintenir le canal actif et avec un contenu de qualité. Croyez-moi, chaque centime est investi pour améliorer la qualité des vidéos et apporter plus d'histoires qui peuvent toucher les cœurs. Et qui sait, aider d'autres personnes à trouver des solutions à leurs propres dilemmes familiaux. N'hésitez pas à consulter également les autres vidéos du canal. Nous avons des histoires sur le dépassement de soi, les nouveaux départs, les conflits familiaux, les héritages émotionnels et bien plus encore. Des histoires réelles racontées par ceux qui les ont vécues avec la sagesse que seules les années peuvent apporter. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir accompagné mon histoire jusqu'ici. Ce fut un soulagement que j'ai été heureuse de partager et j'espère qu'il vous a touché d'une manière ou d'une autre. Comme nous disons ici sur le canal Souvenirs de grand-mère, nos rides racontent des histoires, nos cicatrices gardent des leçons et il n'est jamais trop tard pour recommencer. À la prochaine histoire et souvenez-vous, prenez soin de vos limites avec amour, mais aussi avec fermeté. C'est ainsi que j'ai sauvé non seulement un perroquet, mais aussi mon fils et principalement ma paix à la retraite. Une étreinte affectueuse de cette grand-mère qui a appris que, même à 68 ans, la vie réserve encore de grandes surprises et des leçons. À bientôt.